Chapitre 6. Par qui il faisait garder sa maison. La maison qu'il habitait se composait, nous l'avons dit, d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage, 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 chambres au premier, au-dessus un grenier. Derrière la maison, un jardin d'un quart d'arpent. Les 2 femmes occupaient le premier. L'évêque logeait en bas. La première pièce, qui s'ouvrait sur la rue, lui servait de salle à manger, la deuxième de chambre à coucher, et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher, et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcôve fermée, avec un lit pour les cas d'hospitalité. L'évêque offrait ce lit aux curés de campagne que des affaires ou les besoins de leur paroisse amenaient à Digne. La pharmacie de l'hôpital, petit bâtiment ajouté à la maison et pris sur le jardin, avait été transformée en cuisine et en cellier. Il y avait en outre dans le jardin une étable qui était l'ancienne cuisine de l'hospice et où l'évêque entretenait 2 vaches. Quelle que fût la quantité de lait qu'elles lui donnassent, il en envoyait invariablement tous les matins la moitié aux malades de l'hôpital. Je paye ma dîme, disait-il. Sa chambre était assez grande et assez difficile à chauffer dans la mauvaise saison. Comme le bois est très cher à Digne, il avait imaginé de faire dans l'étable à vache un compartiment fermé d'une cloison en planche. C'était là qu'il passait ses soirées dans les grands froids. Il appelait cela son salon d'hiver. Il n'y avait dans ce salon d'hiver, comme dans la salle à manger, d'autres meubles qu'une table de bois blanc, carré, et 4 chaises de paille. La salle à manger était ornée en outre d'un vieux buffet peint en rose à la détrempe. Du buffet pareil, convenablement habillé de napperons blancs et de fausses dentelles, l'évêque avait fait l'autel qui décorait son oratoire. Ces pénitentes riches et les saintes femmes de Digne s'étaient souvent cotisées pour faire les frais d'un bel autel neuf à l'oratoire de Monseigneur. Il avait chaque fois pris l'argent et l'avait donné aux pauvres. Le plus beau des autels, disait-il, c'est l'âme d'un malheureux consolé qui remercie Dieu. Il avait dans son oratoire 2 chaises prie-dieu en paille, et un fauteuil à bras également en paille dans sa chambre à coucher. Quand par hasard il recevait 7 ou 8 personnes à la fois, le préfet, ou le général, ou l'état-major du régiment en garnison, ou quelques élèves du petit séminaire, on était obligé d'aller chercher dans l'étable les chaises du salon d'hiver, dans l'oratoire les prie-dieu, et le fauteuil dans la chambre à coucher. De cette façon, on pouvait réunir jusqu'à 11 sièges pour les visiteurs. À chaque nouvelle visite on démeublait une pièce. Il arrivait parfois qu'on était 12, alors l'évêque dissimulait l'embarras de la situation en se tenant debout devant la cheminée si c'était l'hiver, ou en proposant un tour dans le jardin si c'était l'été. Il y avait bien encore dans l'alcôve fermée une chaise, mais elle était à demi dépaillée et ne portait que sur 3 pieds, ce qui faisait qu'elle ne pouvait servir qu'appuyée contre le mur. Mademoiselle Baptistine avait bien aussi dans sa chambre une très grande bergère en bois jadis dorée et revêtue de pékins à fleurs, mais on avait été obligé de monter cette bergère au premier par la fenêtre, l'escalier étant trop étroit, elle ne pouvait donc pas compter parmi les en-cas du mobilier. L'ambition de Mademoiselle Baptistine eût été de pouvoir acheter un meuble de salon en velours d'Utrecht jaune à rosaces et en acajou à coups de cygne, avec canapé. Mais cela eût coûté au moins 500 francs, ayant vu qu'elle n'avait réussi à économiser pour cet objet que 42 francs 10 sous en 5 ans, elle avait fini par y renoncer. D'ailleurs qui est-ce qui atteint son idéal? Rien de plus simple à se figurer que la chambre à coucher de l'évêque. Une porte-fenêtre donnant sur le jardin, vis-à-vis le lit, un lit d'hôpital, en fer avec baldaquin de serge verte, dans l'ombre du lit, derrière un rideau, les ustensiles de toilette trahissant encore les anciennes habitudes élégantes de l'homme du monde, 2 portes, l'une près de la cheminée, donnant dans l'oratoire, l'autre, près de la bibliothèque, donnant dans la salle à manger, la bibliothèque, grande armoire vitrée pleine de livres, la cheminée, de bois peint en marbre, habituellement. Sans feu, dans la cheminée, une paire de chenets en fer ornés de 2 vases à guirlandes et cannelures jadis argentées à l'argent haché, ce qui était un genre de luxe épiscopal, au-dessus, à l'endroit où d'ordinaire on met la glace, un crucifix de cuivre désargenté fixé sur un velours noir râpé dans un cadre de bois dédoré. Devant la table, le fauteuil de paille. Devant le lit, un prie-dieu, emprunté à l'oratoire. 2 portraits dans des cadres ovales étaient accrochés au mur des 2 côtés du lit. De petites inscriptions dorées sur le fond neutre de la toile à côté des figures indiquaient que les portraits représentaient, l'un, l'abbé de Chaliot, évêque de Saint-Claude, l'autre, l'abbé Tourteau, vicaire général d'Agde, abbé de Grandchamp, ordre de Cîteaux, diocèse de Chartres.
L'évêque, en succédant dans cette chambre aux malades de l'hôpital, y avait trouvé ses portraits et les y avait laissés. C'étaient des prêtres, probablement des donateurs, deux motifs pour qu'il les respectât. Tout ce qu'il savait de ces deux personnages, c'est qu'ils avaient été nommés par le roi, l'un à son évêché, l'autre à son bénéfice, le même jour, le 27 avril 1785. Madame Magloire ayant décroché les tableaux pour en secouer la poussière, l'évêque avait trouvé cette particularité écrite d'une encre blanchâtre sur un petit carré de papier jauni par le temps, collé avec 4 pins à cacheter derrière le portrait de l'abbé de Grandchamp. Il avait à sa fenêtre un antique rideau de grosse étoffe de laine qui finit par devenir tellement vieux que, pour éviter la dépense d'un neuf, Madame Magloire fut obligée de faire une grande couture au beau milieu. Cette couture dessinait une croix. L'évêque le faisait souvent remarquer. Comme cela fait bien, disait-il. Toutes les chambres de la maison, au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier, sans exception, étaient blanchies au lait de chaux, ce qui est une mode de caserne et d'hôpital. Cependant, dans les dernières années, Madame Magloire retrouva, comme on le verra plus loin, sous le papier badigeonné, des peintures qui ornaient l'appartement de Mademoiselle Baptistine. Avant d'être l'hôpital, cette maison avait été le parloir aux bourgeois. De cette décoration. Les chambres étaient pavées de briques rouges qu'on lavait toutes les semaines, avec des nattes de paille tressées devant tous les lits. Du reste, ce logis, tenu par 2 femmes, était du haut en bas d'une propreté exquise. C'était le seul luxe que l'évêque permit. Il disait. Cela ne prend rien aux pauvres. Il faut convenir cependant qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis 6 couverts d'argent et une grande cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire. Je renoncerais difficilement à manger dans de l'argenterie. Il faut ajouter à cette argenterie 2 gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grand-tante. Ces flambeaux portaient 2 bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque. Quand il avait quelqu'un à dîner, Madame Magloire allumait les 2 bougies et mettait les 2 flambeaux sur la table. Il y avait dans la chambre même de l'évêque, à la tête de son lit, un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les 6 couverts d'argent et la grande cuillère. Il faut dire qu'on n'en notait jamais la clé. Le jardin, un peu gâté par les constructions assez laides dont nous avons parlé, se composait de 4 allées en croix rayonnant autour d'un puisard. Une autre allée faisait tout le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était enclos. Ces allées laissaient entre elles 4 carrés bordés de buis. Dans 3, Madame Magloire cultivait des légumes, dans le 4e, l'évêque avait mis des fleurs. Il y avait ça et là quelques arbres fruitiers. Une fois Madame Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce. Monseigneur, vous qui tirez parti de tous, voilà pourtant un carré inutile. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. Madame Magloire, répondit l'évêque, vous vous trompez. Le beau est aussi utile que l'utile. Il ajouta après un silence. Plus peut-être. Ce carré, composé de 3 ou 4 plates-bandes, occupait l'évêque presque autant que ses livres. Il y passait volontiers 1 heure ou 2, coupant, sarclant, et piquant ça et là des trous en terre où il mettait des graines. Il n'était pas aussi hostile aux insectes qu'un jardinier l'eût voulu. Du reste, aucune prétention à la botanique, il ignorait les groupes et le solidisme, il ne cherchait pas le moins du monde à décider entre Tournefort et la méthode naturelle, il ne prenait parti ni pour les utricules contre les cotylédons, ni pour Jussieu contre Linné. Il n'étudiait pas les plantes, il aimait les fleurs. Il respectait beaucoup les savants, il respectait encore plus les ignorants. Et sans jamais manquer à ces 2 respects, il arrosait ses plates-bandes chaque soir d'été avec un arrosoir de fer-blanc peint en vert. La maison n'avait pas une porte qui fermât à clé. La porte de la salle à manger qui, nous l'avons dit, donnait de plein-pied sur la place de la cathédrale, était jadis armée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces ferrures, et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée qu'au loquet. Le premier passant venu, à quelque heure que ce fût, n'avait qu'à la pousser. Dans les commencements, les 2 femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close, mais M. de Digne leur avait dit. Faites mettre des verrous à vos chambres, si cela vous plaît. Elles avaient fini par partager sa confiance ou du moins par faire comme si elles la partageaient. Madame Magloire seule avait de temps en temps des frayeurs.
Pour ce qui est de l'évêque, on peut trouver sa pensée expliquée ou du moins indiquée dans ces 3 lignes écrites par lui sur la marge d'une Bible. Voici la nuance. La porte du médecin ne doit jamais être fermée, la porte du prêtre doit toujours être ouverte. Sur un autre livre, intitulé Philosophie de la science médicale, il avait écrit cette autre note. Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux? Moi aussi j'ai mes malades, d'abord j'ai les leurs, qu'ils appellent les malades, et puis j'ai les miens, que j'appelle les malheureux. Ailleurs encore il avait écrit, ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte. C'est surtout celui-là que son nom embarrasse qui a besoin d'asile. Il advint qu'un digne curé, je ne sais plus si c'était le curé de Couloubrou ou le curé de Pompierry, s'avisa de lui demander un jour, probablement à l'instigation de Madame Magloire, si Monseigneur était bien sûr de ne pas commettre jusqu'à un certain point une imprudence en laissant jour et nuit sa porte ouverte à la disposition de qui voulait entrer, et s'il ne craignait pas enfin qu'il n'arrivât quelque malheur dans une maison si peu gardée. L'évêque lui toucha l'épaule avec une gravité douce et lui dit, Nisi dominu custodiri domum, in vanum vigilant qui custodien iam. Puis il parla d'autre chose. Il disait assez volontiers. Il y a la bravoure du prêtre comme il y a la bravoure du colonel de dragons. Seulement, ajoutait-il, la nôtre doit être tranquille.